Il y a quelques mois, j'ai publié un épisode qui vous a beaucoup parlé, beaucoup touché. J'ai eu beaucoup d'échos à ce sujet. Je me posais la question un petit peu de comment continuer à créer quand le monde part en sucette. C'est une question tout à fait légitime au vu de l'actualité internationale et nationale de ces dernières années, et c'est loin d'être la seule que je me pose. J'avais envie d'en faire un épisode et je savais que ça allait pas être le dernier, donc me revoilà avec un nouvel épisode un peu sur le sujet. Je me demande un peu en tant que créative ce que je peux faire concrètement, quel est mon rôle. Est-ce que ma création, elle est superficielle ? Est-ce qu'elle est nécessaire ? Comment est-ce que je peux la mettre au service de valeurs et d'idées qui me tiennent à cœur, que ce soit de façon volontaire ou non ? Et comment est-ce qu'aussi on garde toute cette part de légèreté, de plaisir, de joie qu'on a tendance à un petit peu oublier quand on voit tout ce qui se passe, encore une fois. Et c'est sûr qu'au vu de la montée du fascisme et d'autres idées nauséabondes en ce moment, la question de la créativité, elle est très 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 importante. Parce qu'en fait, comme beaucoup de choses, la créativité a aussi une dimension politique. Alors je te vois là, toi qui m'écoutes, tu es en train de te dire que ça y est, la meuf va te faire un discours gaucho, sorti de Sciences Po, enfin un truc qui va bien te paumer, on va parler de politique et ça va être bien chiant. Pas du tout. Et je pense que la définition de politique, elle est vraiment mal comprise et mal résumée dans l'ensemble. On a beaucoup de biais dessus parce qu'on peut s'imaginer que politique égale juste un groupe de vieux gars en costard qui détournent de l'argent, qui discutent de trucs qui veulent pas dire grand-chose, qui se prennent la tête en s'insultant et qui prennent des décisions sans écouter le peuple. Je fais un très gros résumé, mais c'est un petit peu ça, et on le voit un peu lors des élections à chaque fois, c'est de dire « moi j'y connais rien à la politique, donc je vais pas voter ». Sauf que la politique, je vais même vous reprendre la définition, j'étais voir dans le dictionnaire. Politique, c'est ce qui est relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Donc à partir de là, tout est politique, puisque nous faisons partie d'une société. Ce que je veux te dire par là, c'est que quand tu vas prendre un café en terrasse avec tes potes, ce petit acte-là, le prix de ton café, même la disponibilité de la terrasse, l'horaire auquel tu y vas, c'est lié à des décisions politiques. Le fait que tu puisses prendre le bus ou pas, je sais pas chez toi s'il y a des bus, tu vois, à quelle fréquence ils passent, etc. Ça fait partie de décisions politiques. Et ça va être aussi les espaces verts près de chez toi, le coût de tes courses, bref, plein de petites choses du quotidien qu'on a l'impression d'avoir un peu pour acquises ou qui sont comme ça, voilà, et qui relèveraient soit de grandes entreprises, soit d'instances un peu floues. Mais en fait, c'est politique, ça a une dimension politique dans la mesure où ça fait partie de décisions d'organisation de notre société à l'heure actuelle, de comment est-ce qu'on l'exprime, de la différence forcément du coup d'un état à l'autre, d'un régime à l'autre, et c'est assez important. Et à partir de là, la créativité, en tout cas dans la définition que moi je lui donne, qui est d'avoir des idées, de les passer en action, forcément ça a une dimension politique. Et c'est marrant parce que quand on voit justement des idées très conservatrices, des gouvernements de plus en plus, j'allais dire extrêmes, oui, utilisons ce terme-là, prendre des décisions, ils s'attaquent beaucoup à la notion de créativité, et notamment à la notion de créativité culturelle, artistique, parce que c'est souvent un bon moyen de dénigrer la créativité au sens large. La créativité va être assimilée au musée, à l'art, à toutes ces choses-là qui sont dès lors pointées comme superficielles, non nécessaires, par rapport à des vrais enjeux et des vraies problématiques qui, elles, font que tu peux manger à la fin de la journée ou pas, alors que c'est mettre sur un même plan deux trucs qui n'ont rien à voir et qui sont pourtant tout aussi importantes, mais ça je vais m'expliquer un peu après. Et du coup, c'est un moyen aussi de mépriser, de dénigrer, de commencer à couper des budgets, par exemple, sur la culture. C'est pas le seul secteur, en fait, qui est touché dans ces moments-là. Il y a la culture, évidemment, mais il y a aussi, selon moi, en tout cas, de ce que je peux entendre autour de moi dans les témoignages de personnes qui travaillent dans ces secteurs, et aussi dans les actualités, évidemment, que je peux lire et entendre, on a aussi, donc, l'éducation et la santé qui sont touchés. Culture, éducation, santé, c'est les premiers qui tankent. On le voit aux États-Unis à l'heure actuelle, avec l'investiture de Donald Trump, ça a été un peu 3 des premiers secteurs à être frappés par des mesures, en parallèle évidemment de toute la politique de frontières et maintenant commerce international. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la créativité. La créativité, elle est aussi présente en fait dans d'autres secteurs. Il y a la créativité scientifique, il y a la créativité pédagogique. En fait, il y a plein de formes de créativité. C'est pas que prendre des pinceaux et peindre sur des toiles. Et il y en a pas une qui soit plus importante que l'autre. C'est juste que la créativité, elle prend plein de formes, plein d'expressions à différents degrés et ne tient qu'à nous
de nous y intéresser, de la développer, etc. Pendant que je préparais cet épisode, je suis même tombée sur un très bon résumé d'ouvrage de Donald Winnicott, un psychiatre, psychanalyste spécialisé aussi dans l'enfance, qui était à son prime au siècle dernier, qui est décédé dans les années 70, qui est un peu présenté comme le père des thérapies par l'art, qui justement lui aussi définit en fait la créativité encore plus largement qu'une capacité à avoir des idées, mais comme un élan vital, comme le fait de vivre, d'être dans l'action, contrairement à exister où on serait passif, et que ça s'exprime par une envie de partager au monde, d'aimer, d'être curieux, de débattre, de faire évoluer les choses, de les questionner aussi, et c'est vraiment un état d'esprit, une façon d'être au monde à part entière, que je trouve hyper intéressante, et de fait d'autant plus intéressante quand on voit la situation actuelle avec une standardisation, une homogénéisation des contenus, avec une volonté d'avoir moins de subjectivité, là où aujourd'hui elle est vraiment très 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 forte, même peut-être trop par moment. Mais voilà, de vouloir un peu couper court à cette liberté, la fameuse liberté d'expression, attention, mais là c'est plus une liberté de penser, à proprement parler, qui en fait est liée vraiment à la créativité. À partir du moment où je suis capable d'avoir des idées, de les assimiler entre elles, de me nourrir d'autres choses pour créer une nouvelle idée, l'engendrer et pouvoir la partager aux autres, je peux devenir un peu une menace pour quelque chose de très codifié, de bien mis dans des petites cases et où il ne faut pas de débordement et où il ne faut surtout pas re-questionner un ordre établi. Ce qui est vrai avec la créativité, c'est qu'elle bouscule et que selon comment elle est appliquée, elle peut aussi déséquilibrer des choses et que c'est jamais très confortable d'être dans un déséquilibre et qu'on a tous et toutes besoin de repères malgré tout. Mais comme le rappelle Winnicott, en fait, la créativité, elle est partout. Vouloir la couper, ce serait un peu vouloir couper une envie de vivre. Il prend un exemple hyper provoque, moi, qui me fait beaucoup rire. Il parle du fait que la créativité, elle va même jusque dans notre façon de cuire des saucisses. Vraiment, le gars le fait exprès. Mais c'est pour te dire que oui, si tu utilises une poêle, si tu vas utiliser un grill, si tu vas utiliser telle ou telle façon de faire, un petit bois fumé différemment, et que tu testes des trucs, en fait, tu crées ta saucisse parfaite qui ne va pas être grillée de la même façon que celle de ton voisin. C'est évidemment juste pour dire que c'est pas qu'un côté esthétique, etc. et que vraiment c'est partout et que ça rejoint ce côté de se poser des idées, être dans l'action et pouvoir faire évoluer les choses. Moi, ce que j'en ai compris aussi dans cette réflexion plus globale, c'était que la créativité, en fait, elle aide à donner du sens. Pour ça que de dire qu'elle est superficielle, c'est un peu marrant. Parce qu'elle donne du sens à plein de choses. Et ça se voit notamment lors des crises. Si on repense au Covid, une excellente période, dis donc, on s'est toutes et tous mis à créer, plus ou moins. Que ce soit artistiquement, pour le coup, le nombre de personnes qui sont mis à peindre, à faire du tufting, ça c'était Clotilde Puy qui en parlait dans un épisode avec moi. Aujourd'hui, elle est tufteuse professionnelle, c'est son métier, et elle s'y est mise pendant le Covid. Et il y a aussi de la créativité culinaire, tous ceux qui se sont amusés à faire des banana bread et du pain. Il y a de la créativité aussi de comment est-ce qu'on réorganise une société dans ces conditions pour protéger celles et ceux qui ont besoin de l'aide, les plus fragiles, et en même temps aussi pouvoir faciliter, en tout cas au mieux, le travail des soignants, etc. Il y a eu plein de questions qui se sont posées, il y a eu plein de pistes explorées qui ont été plus ou moins fructueuses, mais il y a eu une forme d'émulation créative aussi. Même si c'est dans une situation de crise, il faut bien trouver des solutions. Et c'est en ça que la créativité, elle reste toujours aussi précieuse. Pour faire un petit focus aussi un peu plus sur la dimension culturelle, pour le coup, et artistique. Là, j'ai regardé une conférence dans laquelle intervenait Christian Lemaignan. Christian Lemaignan, je le connaissais pas avant de faire cet épisode, et j'ai trouvé ça trop intéressant d'ailleurs. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication. Et en 2010, attendez, je reprends mes notes. Oui, c'est ça, 2010. Il partageait une étude, alors que j'ai pas retrouvé. Ça, par contre, ça m'embête un peu, mais j'ai pas trouvé la source. Une étude, en tout cas, sur le territoire, parce qu'il interrogeait un peu la créativité sur le territoire et son déploiement. Que 24% de la population française est dans une dynamique de création culturelle. C'est beaucoup déjà, 24%. Dynamique de création culturelle, donc, qui fait des choses en ce sens, quoi. Et il partage aussi des petits portraits des types de créatifs, et notamment pour des créatifs culturels, mais pas que, en fait, ça accompagne souvent des prises de position sur des sujets de société.
on en revient à la dimension politique de la créativité. C'est des personnes, là, lu dans l'exemple qu'il donnait, qui sont beaucoup plus à même d'être sensibles à des sujets d'écologie et de féminisme, est-ce que c'est surprenant, qui luttent contre les discriminations. Waouh, je tombe des nues. Qui ont, pour une partie, mais pas toutes, pour le coup, une dimension plus spirituelle aussi. Bref, c'est leur rapport au monde qui va être défini également par le repenser les discriminations, les injustices, etc. Pourtant, on parle de ces 24% de personnes créatives culturelles. Donc, j'en sais rien moi, des peintres, des gens qui bossent dans des musées, vous et moi, enfin, voilà. Et la corrélation entre ces valeurs, elle découle pour moi de cette curiosité au monde, de cette envie de vivre et de partager que Winnicott associe à la créativité. La créativité a une dimension politique dans la mesure où elle nous permet d'avoir un lien aux autres et dans la mesure où on vit ensemble, même pour celles et ceux qui détestent les gens. Voilà, je sais pas pourquoi vous écoutez ce podcast d'ailleurs, parce que je dois être très agaçante pour vous dans ces conditions. Ça a une dimension politique et je pense que c'est pas un gros mot et c'est un peu là où je voulais en arriver avec cet épisode, c'était de remettre ça parce que ça m'agace un petit peu d'entendre dans des podcasts notamment de mecs qui disent « Ah non, mais ça c'est politique, vas-y, j'ai pas envie d'en parler, moi je suis un artiste, moi je suis un comédien, moi je fais du stand-up, mais moi je fais ci, moi je fais ça, et du coup ça me concerne pas. » Et j'ai envie de dire, gars, les blagues que tu fais sur scène, bien sûr qu'elles ne sont pas politiques dans la mesure où tu n'as pas la liste d'un programme ou que sais-je, tu fais pas un pamphlet peut-être contre telle ou telle partie. Mais en fait, c'est politique dans la mesure où tu parles de la société dans laquelle tu évolues, le fait que tu dates ou pas des meufs, comment ça se passe, ce genre de choses. Et vouloir créer une scission entre l'actualité, qui certes est très anxiogène, on est tous d'accord. Mais en fait, si elle est aussi anxiogène, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose pour qu'elle ne le soit plus. Je pose ça là. Et leur vie privée, leur vie perso de maintenant mais je prends une bière avec mon pote et puis je m'occupe de mon gosse et puis ceci et puis cela. Je comprends cette volonté de mettre de part et d'autre, mais je trouve qu'en 2025, aujourd'hui on ne peut plus dire, notamment pour les artistes, mais plus globalement en vrai pour tout le monde, tu peux pas dire je ne suis pas politique, ça ne m'intéresse pas, que ça t'intéresse pas, ok pourquoi pas, mais que tu dises que ça ne te regarde pas. Je trouve ça fou parce qu'en fait, si, et qu'on est à justement un tel stade où là, il est nécessaire que on puisse toutes et tous se réapproprier un peu le concept, si on a envie en tout cas de vivre dans un cadre où justement on se fait kiffer, où on se sent bien, où nos proches vont bien, c'est important d'avoir ça en tête et de voir après comment on veut le décliner ou non. Le but, c'est pas que tout le monde devienne militant, c'est encore autre chose. Ça, j'en parlais dans le premier épisode que j'avais fait. En fait, tu peux continuer à créer, et véhiculer des idées, des valeurs, des choses comme ça, trop cool, sans pour autant transformer ton art en justement une banderole politique, une banderole de militante, des slogans et compagnie. Tu peux très bien faire de l'aquarelle et faire des trucs trop mignons et tout doux, tout en ayant quand même en fait, un engagement en tant que personne. Et pouvoir aussi le partager et pouvoir en discuter et dire là si je dessine par exemple des petites fraises trop mignonnes à l'aquarelle, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un jardin ou de pouvoir bouffer des fraises à l'heure actuelle. Est-ce que quand il se passe quelque chose, j'en sais rien moi, de grave lié aux fraises, il faudrait pas que je prenne la parole? Je dis les fraises, je pourrais dire la pastèque vu la situation actuelle. Pouvoir en fait relayer ce qui se passe, pouvoir en parler, c'est important. Et justement, avec un esprit créatif, c'est cool de pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a, d'avoir cette capacité à avoir des idées qu'on a toutes et tous, et de pouvoir continuer à l'exercer. Parce que ça, pour le coup, c'est pas garanti non plus, et c'est ce qui m'agace, je pense, le plus quand des personnes prennent ça un peu pour acquis, en disant moi, ça me concerne pas. Mais en fait, si demain, tu n'as plus la possibilité de t'exprimer comme tu le souhaites, est-ce que tu diras toujours la même chose? Ce serait un peu ballot quand même. Et tout ça sans vouloir être alarmiste. Là, je pars vraiment de la situation actuelle où il y a vraiment des trucs qui nous paraissent ok, acquis, ancrés à jamais, qui peuvent être mis en question dans quelques années sans aucun problème. Et voilà, c'est un peu tout ça qui me turlupine en ce moment. Ça me faisait penser aussi à la définition à la base de création, parce que la création, du coup, c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, certes, mais c'était initialement aussi le terme utilisé religieusement, notamment dans la religion chrétienne,
pour définir le divin. Le créateur, Dieu, c'est le créateur, c'est le gars qui a créé. Et je trouve que ce terme aujourd'hui n'est plus religieux, c'est très bien comme ça, mais la dimension qu'on y mettait d'un truc un peu transcendantal, où c'est ouf d'avoir des idées, de faire des trucs, c'est au-dessus de nous, je pense qu'il faut qu'on la garde un petit peu par moment quand justement c'est attaquer la créativité, quand elle va tanker en premier en étant montrée comme superficielle et inutile, alors qu'en fait elle est hyper précieuse et elle transcende beaucoup de choses, et que c'est une clé aussi de compréhension et de solutions pour mieux vivre ensemble, pour construire des choses ensemble, évoluer ensemble, et puis chacun pour soi aussi, parce que c'est l'expression de notre propre subjectivité, en fait, la créativité. C'est moi ce que je pense et ce que je ressens, que j'arrive à retranscrire au monde, et je fais « Tenez, hop, je vous envoie ça, et maintenant, vous en faites ce que vous voulez, on peut en discuter, on peut juste kiffer et partager, et c'est un peu la force de ce super pouvoir qui aujourd'hui est un mot qu'on voit pourtant beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, la créativité. C'est à la mode en ce moment. J'ai l'impression de faire un podcast très, très dans les gros sujets actuels. On est passé de la santé mentale à la créativité. C'est un peu ça. Et en fait, je pense que c'est pas pour rien. C'est que ça permet aussi d'homogénéiser les contenus, de parler de créativité. Tout le monde va en parler peut-être un peu de la même façon, sous couvert justement d'hyper-individualité. Mais on a une standardisation des contenus, notamment avec les réseaux sociaux. Ça, j'en parlais déjà dans l'épisode sur comment trouver ton style. On a une standardisation générale, une homogénéisation de beaucoup de choses. On lisse beaucoup, on rentre beaucoup dans des modèles qui existent. Ça se voit même vestimentairement parlant. Ça, il faudrait que je vous retrouve la source. Si c'est le cas, je vous la mettrai en note du podcast. Mais des études qui ont été faites sur aussi la mode vestimentaire et sur la disparition des couleurs. Le fait d'avoir des looks un peu excentriques, mais colorés, créatifs, justement, où on s'amuse à associer plein de trucs et tout pour créer des tenues. Ça fonctionne quand c'est des périodes de prospérité, donc du coup, généralement, quand l'économie va bien, le reste va plutôt bien aussi, on est plus ouvert, on a moins peur des autres, et ça va dans ce sens-là, versus des tenues très noires, beige et compagnie, ou encore, exemple, je le prends beaucoup, mais en réalité, ça fonctionne aussi pour ce qui est en train de se passer petit à petit en Europe, mais les États-Unis avec des tenues de Melania Trump à la Handmaid's Tale. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série de La Servante écarlate du coup et qui n'ont pas lu le roman, qui lui est très bien aussi, de Margaret Atwood, en gros il y a le gouvernement et les hommes de haute caste qui sont habillés d'une certaine façon, leurs femmes ont une certaine tenue, tout est toujours bleu marine, vert, des tenues très sobres, des espèces de longues robes et très puritains. Et après, il y a le reste du peuple, encore divisé dans d'autres castes, avec d'autres types de tenues. Notamment les servantes écarlates, qui sont des femmes reproductrices. C'est pas le sujet, Chloé, tu digresses un peu trop. Melania Trump a arboré des tenues qui font fortement penser aux compagnes des gouverneurs, de ces hommes, de cette caste, dans cette dystopie écrite par Margaret Atwood dans les années 80, si je dis pas de bêtises, et qui aujourd'hui résonne plus que jamais avec l'actualité et même commence à prendre forme, notamment avec les questions d'avortement, etc., remis en question aux États-Unis. Mais sur les côtés des tenues, on le voit aussi. Aujourd'hui, les gens s'habillent effectivement de façon un peu triste, et heureusement, pas tout le monde. Mais quand c'est des couleurs plus joyeuses et tout, c'est plus pour de la performance, c'est plus pour montrer, ou c'est plus par rapport à des standards. Et donc la question de la créativité, elle se pose un peu, de se dire comment est-ce qu'on continue à être créatif quand tout commence à être un peu lissé comme ça. Et aussi quand on délègue le pouvoir créatif, le fameux pouvoir divin de la créativité, de la création, à des algorithmes. Ah, ça y est, c'est le point IA. J'en avais pas encore parlé dans le podcast. Et là, je vais le faire qu'un petit peu parce que pour moi, c'est pas le cœur du sujet. Mais ça rentre dans mes réflexions en tout cas. Petit disclaimer, je ne suis pas pour ni contre. En fait, pour moi, c'est un outil, encore une fois. Je suis contre le fait qu'aujourd'hui, c'est un outil qui pollue de ouf, qui est utilisé n'importe comment pour n'importe quoi. Quand des gens utilisent ChatGPT pour savoir où est-ce qu'ils doivent sortir ce soir, ou pour envoyer un message à leur ex, ou juste pour se parler seul parce qu'ils s'ennuient, je me dis la quantité
d'eau et d'impact environnemental que ça a. Bien sûr qu'il y a plein d'autres trucs bien plus polluants. N'empêche que, est-ce que c'est nécessaire ? Non. Est-ce qu'il y a eu un peu de sensibilisation sur le sujet ? Pas du tout. Est-ce que ça a explosé d'un coup ? Oui. Est-ce qu'en parallèle, l'IA, ça peut aider de la recherche, etc. ? Oui. Et ça peut aider sur plein de processus et plein de choses. Mais dans l'état actuel, en tout cas, moi, ça me pose vraiment beaucoup de questions éthiques, beaucoup de questions aussi juste pragmatiques de est-ce que c'est vraiment le moment de déployer ça de cette façon, à cette échelle ? Et ne pas oublier aussi que ça reste un outil qui, à la base, est défini par des programmes qui sont mis en place par des gars dans la Silicon Valley en partie, qui ont leur propre biais et qui s'en servent, et après qui a un algorithme qui va quand même se nourrir de ce qu'il y a sur Internet, à savoir à boire, à manger, tout et n'importe quoi, même en termes juste de fact-checking, quoi, de fiabilité des faits et des propos énoncés. Et en fait, aujourd'hui, le fait que l'IA, ça ait ce pouvoir créatif, ça pose aussi un peu la question de la dimension politique de la créativité, je trouve, dans le sens où la créativité, c'est quand même un pouvoir qui doit se cultiver, qui doit se travailler, qu'on a toutes et tous, mais qu'on n'exploite pas forcément et qu'on n'a pas forcément envie d'exploiter. Là, le déléguer à un truc qu'il fait à notre place, ça veut dire, nous, ne plus le faire aussi, parce que, pardon, écrire un prompt, c'était pas créatif en écrivant un prompt, parce que tu délègues la capacité à générer des idées. Même si tu t'appuies sur ces idées-là pour en tout en créer de nouvelles et tout derrière, c'est encore... tu te mâches un peu le travail, et se mâcher le travail, encore une fois, dans plein de cas, c'est trop bien et c'est nécessaire et c'est utile et ça permet d'aller plus vite. Mais plus vite par rapport à quoi ? Pourquoi ? Quand c'est dans la recherche scientifique, je peux comprendre. Par exemple, en santé, ok. Quand c'est pour générer ta copie d'histoire géo que tu dois rendre en fin de semaine, je vois pas l'intérêt. Le fait de déléguer ça aussi, ça participe un peu à ce côté de minimiser l'impact et l'importance que ça a, la créativité, je trouve, dans nos quotidiens. Dans ce que ça nous permet de faire, à quel point ça nous permet de réfléchir, à quel point ça nous permet d'avoir une liberté de penser, mais aussi une liberté dans notre approche au monde, une curiosité, une envie de découvrir plein de trucs, de tester. Ça veut pas dire que c'est des bonnes idées, ça veut pas dire que ce que tu vas faire est incroyable, c'est juste une démarche qui, pour reprendre encore une fois les termes de Winnicott, franchement, il faut que je le lise, parce que du coup, je vous mettrai les sources en description de cet épisode. J'ai lu un résumé sur un site que j'avais pas consulté depuis mes études, qui est celui de Cairn, qui est vraiment une très très bonne base de données pour beaucoup d'écrits scientifiques, de manière générale. Et aussi une super vidéo YouTube dont le nom m'échappe là tout de suite, mais je vous mets tout en description. Bref, il faut que je le lise, mais comme il le rappelle très bien, Winnicott, c'est un élan vital et genre il y met un mot qui fait aussi écho un peu avec la dimension religieuse dont je parlais anciennement de créateur, qui est la notion d'amour au sens large, genre juste tu aimes la vie, tu aimes les choses autour de toi et donc tu as envie de les questionner, les partager, les regarder, te dire ah tiens et ça si je le mets avec, qu'est-ce que ça donne et la créativité, ça passe aussi par juste oh tiens, j'ai trouvé des tomates, j'ai trouvé de la bufala, et si je mettais les deux ensemble, ça peut être peut-être délicieux. Et c'est des trucs comme ça qui sont bienvenus à un moment et qui font aussi qu'on est capable d'imaginer des choses si belles, de trouver des solutions et de sortir un peu de ce schéma d'angoisse, de montée d'extrême, de bêtises, etc. qui, pour moi, passe par aussi nous priver de créativité, ou en tout cas la standardiser, la rendre superficielle et la déléguer, ne plus s'en occuper soi-même. Alors que ça voudrait dire arrêter de vivre pour juste exister, donc contempler ce qui se passe sans plus jamais agir. Ce serait quand même dommage, non ? Enfin, je sais pas, moi j'aime bien faire mes petits dessins dans mon coin, c'est déjà trop bien, et c'est un acte créatif. Et bien sûr que cet acte-là, il n'est pas politique en tant que tel, mais il peut avoir une dimension politique si je décide d'en faire des petites BD pour sensibiliser à un sujet, par exemple. Mais il l'est aussi juste du fait que j'ai la possibilité de le faire. Le but, c'était pas d'être alarmiste, le but, c'est d'être assez sensible à la réalité. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'entends aussi beaucoup, et je vais terminer là-dessus. Mais quand je parle un peu de ces sujets-là aussi autour de moi, les personnes avec qui j'en parle, qui sont mes proches, mes amis et tout, on a tous plus ou moins le même âge, je vais faire une grosse fourchette, mais entre 25 et 40 ans, on est tous plutôt d'accord avec cette vision-là. Mais dès que j'en parle à des personnes plus âgées, par exemple, bisous,
mais c'est des personnes qui vont me dire « Ah non mais, faut pas être alarmiste comme ça, hein !» En fait, c'est pas être alarmiste, il y a des faits, c'est être capable de les lire et de dire « C'est grave ce qui se passe !» Et arrêter de faire l'autruche 5 minutes en disant « C'est pas grave, c'est grave !» Ça ne veut pas dire que ça doit remettre ma vie en question. Ça ne veut pas dire non plus que je ne dois plus dormir la nuit et que je dois être anxieuse en permanence. Par contre, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les pouvoirs qu'on a, les pouvoirs magiques qu'on a comme la créativité, pour imaginer d'autres choses, faire d'autres choses, se créer aussi des soupapes de décompression, de créer des choses plus belles, de questionner et en fait d'être toujours dans cette démarche de curiosité, d'apprentissage et de partage, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. C'est des innovations qui sont pour ça, pour ce bien commun et ce vivre ensemble, qui sont nécessaires et sans lesquelles, effectivement, là, pour le coup, on aurait de quoi bien déprimer. J'espère que cet épisode n'était pas trop décousu. Je me suis basée sur mes notes, mais je sais pas si ce sera très compréhensible pour vous. En tout cas, dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez aussi m'en laisser sur les réseaux sociaux @clocloclub. Vous abonner au podcast, évidemment. Je sors un épisode par semaine. Et puis, rejoignez-moi aussi sur Patreon. C'est un moyen de soutenir financièrement le podcast. C'est 4 ou 6 € par mois. Et vous avez accès à des contenus exclusifs que je vous y partage, notamment un épisode de podcast bonus par mois où je vous parle un peu plus des coulisses du Clo-Clo Club. Sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!